Bonjour, je suis donc Amalia Martinez. Je représente aujourd'hui la Fibre 64. On est un syndicat mixte qui fait trois choses. Un, le développement du très haut débit sur tout le territoire, donc la mise en fibre du territoire des Pyrénées-Atlantiques. On développe des solutions mutualisées d'administration électronique, open data, cloud, etc. pour les collectivités du département. Et troisième pilier de notre action, c'est l'inclusion numérique. Alors effectivement, la première chose, quand on démarre une démarche d'inclusion numérique, nous, on avait commencé très concrètement sur le département en 2017. Il y a quelques éléments clés, disons, ou en tout cas favorables, dont il faut s'assurer avant de démarrer pour ne pas se retrouver en difficulté. La première, ça paraît peut-être évident, mais dans vos structures, c'est clairement d'avoir du soutien. Nous, sans un portage politique fort de notre président et sans, on va dire, une direction générale impliquée, informée, moteur, on n'aurait pas eu les mains libres pour avancer sur la mise en place d'une démarche d'inclusion numérique à l'échelle du département. Pourquoi ? Parce que à l'époque et encore aujourd'hui, c'est des thématiques assez exploratoires, ça ne va pas de soi dans les organisations, même si tout le monde en parle. Une fois qu'on veut mettre en place une méthode, il faut effectivement bénéficier d'un vrai soutien, tant au niveau politique, quand on est une structure avec des élus, qu'au niveau technique, c'est clair. Donc, il faut absolument que votre hiérarchie soit convaincue de votre projet et vous missionne, vous ou une équipe sur cette thématique. Là, la conséquence, évidemment, c'est que ça demande du temps, surtout les premières phases de recensement des acteurs. Vous avez déjà travaillé sur quel type de public, mais le recensement des acteurs, c'est assez laborieux. Donc, effectivement, ça suppose du temps. Et à titre indicatif, pour nous, en tout cas, en termes de ressources humaines, soit c'est en interne, soit c'est en externe, mais il faut bien sûr quand même un référent en interne si vous prenez un prestataire. Nous, c'était le choix qu'on avait fait au départ. C'était fait accompagner par WeTechCare. On avait passé un marché public. Et puis, on était deux personnes en interne référents, un binôme technique, on va dire numérique et action sociale. Donc, très clairement, pour la phase 1, que nous, on appelle la phase de diagnostic, restitution du diagnostic, c'est facilement 3 mois et il faut vraiment prévoir un demi équivalent temps plein pour mener à bien cette mission et vous verrez pourquoi. En externe, il y a des indicatifs aussi. À l'époque, il n'y avait que WeTechCare qui faisait ça, mais il y a d'autres structures non rémunérées. Il y a le Hub qui peut vous accompagner. On va dire que 10 000 € pour un prestataire privé, c'est à peu près l'équivalent de 2-3 mois de travail depuis le départ jusqu'à la restitution. De l'organisation, alors ça, évidemment, c'est bien d'avoir préparé un petit peu en amont sa méthodologie. Clairement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous. On vous donne quelques clés. Alors, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un modèle, c'est une façon de faire qui correspondait à notre environnement de l'époque, mais ça vaut le coup d'aller se renseigner sur les différents territoires. Et puis surtout, à l'issue, on va dire, de cette mise en démarrage, il faut de la cohérence, c'est-à-dire qu'il faut de la vision. C'est-à-dire que si votre hiérarchie vous dit OK, go pour le diagnostic, il faut déjà prévoir l'étape d'après et que vous ayez les moyens techniques, ne serait-ce que logiciels pour monter ensuite une carto, et puis humain derrière pour la maintenir à jour et contribuer à l'animation de votre territoire une fois que vous avez identifié les acteurs. Là, pour moi, je voulais vraiment rentrer avec ce préalable-là parce que s'il vous manque un de ces éléments, c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout le portage. Moi, j'ai envie de vous dire du portage et du temps. L'organisation, la cohérence, l'organisation, c'est votre boulot. La cohérence, à chacun d'être convaincant. Mais le temps, le soutien, c'est en dehors de vous et c'est vraiment primordial. Sinon c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est la base, finalement, pour recenser des acteurs ? Recenser des acteurs, c'est les connaître. Et pour les connaître, quand on ne les connaît pas, ou comme le disait en introduction publique, quand on a l'impression qu'on n'a personne sur le territoire, il n'y a pas 36 manières, il faut questionner le territoire. Donc, nous, la première chose qu'on a faite, c'est d'abord monter un questionnaire. Monter un questionnaire en ligne.
et prévoir des entretiens clés. Parce qu'un questionnaire, c'est bien, mais on estimait que ce n'était pas suffisant. On avait besoin de données quantitatives d'une part, mais également des données qualitatives. Donc, on a choisi des entretiens clés avec, par exemple, des opérateurs de services publics, le référent, le directeur, directrice de la CAF, une personne de la CARSAT. En fait, en fonction des publics, notamment des publics cibles que vous étiez définis, ce que vous avez fait au dernier atelier, c'est bien d'avoir quelques personnes clés avec qui vous pouvez échanger, et surtout maintenant que les opérateurs, notamment, ont mis en place quand même des accompagnements, si on peut le dire ainsi, à la dématérialisation de leurs propres procédures. CAF, Pôle emploi, MSA, parce qu'on a un département agricole, CPAM, la CARSAT aussi pour la partie retraite. Et ça a été très, très, très intéressant d'avoir ces retours à la fois quantitatifs et qualitatifs. Sur les questionnaires, je vous montrerai un petit peu plus quel contenu on peut mettre en place. Monter sa base de données. Là, vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait c'est bien le problème. Je suis d'accord. C'est pas simple. Et nous, et très clairement, comme vous tous, on n'avait pas de base de données propre à l'inclusion numérique. Ça n'existe pas. Peut-être que ça va exister, nous, petit à petit, par itération, on en a construit une. Mais au départ, on est parti sans base de données. Donc, moi, je me suis dit, je vais consulter mes collègues de l'action sociale départementale ou à l'aglo ou dans certaines communes pour bénéficier, RGPD, compatiblement parent, etc., bien entendu, pour bénéficier en fait de leur propre réseau. Et en fait, le réseau qui nous a été le plus, qui a fait vraiment effet levier, c'est les bases de données des partenaires insertion et emploi du territoire. Et donc, c'est auprès d'eux, dans un premier temps, qu'on a identifié les envois de questionnaires. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça ne suffisait pas. On s'est également appuyé sur ces mêmes référents avec qui on avait des relations de proximité. Ça peut être le cas pour vous avec des directeurs de centres sociaux, avec des personnes qui travaillent dans l'action sociale, enfin vos partenaires, on va dire, du quotidien, de l'emploi, de l'insertion, de l'autonomie. Et puis, on leur a demandé, eux, puisqu'ils étaient informés de la démarche qu'on menait, de pouvoir eux-mêmes relayer à leurs propres prestataires ce questionnaire-là. Donc, par exemple, je vois Virginie Sabrin du collectif Social Web. Je ne me rappelle pas si elle a reçu le questionnaire directement de nous-mêmes ou si c'est, par exemple, le service départemental des solidarités qui lui a fait parvenir, parce que c'est un partenaire très étroit du service départemental des solidarités. Mais, par exemple, voilà, c'est comme ça qu'on a touché le collectif Social Web, alors qu'au départ, on ne savait pas forcément qu'ils existaient parce qu'on se lançait dans la démarche. Aujourd'hui, c'est un partenaire très, très actif. Donc ça a bien marché. Ça a fait vraiment une deuxième boucle d'envoi de questionnaires. Et puis, d'un point de vue très méthodologique, c'est mieux de le dire, mais ça va de soi. C'est bien entendu prévoir une date limite de réponse et déjà de prévoir les modalités de restitution collective de cette phase diagnostique pour essayer aussi d'embarquer un peu plus les acteurs potentiels qui répondront pour leur dire, ben voilà, vous répondez, mais derrière, on vous fait à tous une restitution collective pour vous embarquer dans la démarche. Et d'ailleurs, à titre d'info, la dernière question qu'on posait dans le questionnaire, c'était est-ce que vous souhaitez faire partie du réseau d'inclusion numérique X, donc Pays Basque, mettons. Si oui, cochez quoi. Voilà. Et puis, le truc le plus laborieux, c'est faire de la relance, faire de la relance, faire de la relance. Je ne sais pas combien de... Bon, moi, je pars du principe que la communication, c'est la répétition. Donc, pour cet envoi de questionnaire, on a été hyper lourd, mais c'était assumé. Et au final, on a eu un très, très bon taux de réponse. Donc, on a relancé. Nos prescripteurs ont relancé également. Et voilà, là, il faut pas avoir de tabou. Ça, c'est pour la partie méthodo. Dans vos fondamentaux également, ce que je vous ai mis en bleu sur le côté, bien entendu, ce n'est pas de vous lancer, comme ça, j'ai envie de dire, sans filet, mais c'est bien d'avoir une petite idée de ce que vous voulez faire une fois que vous avez envoyé ces questionnaires. Donc, c'est avoir une idée de à quoi pourra ressembler votre carto. Est-ce que vous prendrez une carto open source? Est-ce que vous allez prendre un outil? Enfin, voilà. Parce que derrière, c'est des coûts, pas des coûts, des maîtrises techniques ou pas. Enfin, voilà. Pensez open data, ça c'est important parce que si on se projette au niveau national, c'est bien que ces données elles soient agrégées et donc qu'elles puissent être aspirées par des organismes nationaux qui agrègent
comme Open Data France ou l'ANCT, demain, vos points Carto. Et puis, avoir identifié l'outil Carto qui sera alimenté. Nous, on avait fait le choix d'OpenStreetMap parce que la NCT, à l'époque, nous avait dit que c'était ce type d'outil qu'ils avaient utilisé. Donc, on s'est dit, OK, on y va. Puis nous, on était plutôt pro libre aussi, donc ça nous a. Alors, là, c'est vraiment un outil qu'on a élaboré en 2017-2018, pas tout seul, très clairement. On l'a fait quand on travaillait pour la stratégie nationale pour un numérique inclusif à l'époque de Mounir Majoubi, qui était secrétaire d'État. On était tout un groupe de travail sur l'identification du public, des acteurs à mobiliser. Et en fait, on a bâti ce référentiel, cette matrice, pour essayer de justement, pour les territoires qui se lancent, de se dire, eh bien, j'ai pas de partenaire, ah si, peut-être que j'en ai, mais j'ai pas forcément pensé que ce partenaire-là pouvait être un partenaire de l'inclusion numérique. Donc, en fonction des publics, je vous ai mis le lien aussi sur le site de l'État pour aller le télécharger, c'est en open source. C'est, on va dire, sans ambition exhaustive, mais un tour d'horizon des acteurs que vous pouvez ou non trouver sur votre territoire en fonction des publics auxquels vous vous adressez. Donc ça, c'est vraiment pour nous, ça a été aussi, alors on en a bénéficié après coup, donc c'était un peu tard, mais notre expérience nous a permis de l'enrichir pour pas partir de zéro. Donc il y a des fois des épiceries sociales, ah bah oui, c'est vrai, tiens, l'épicerie sociale, on n'y avait pas pensé en tant que partenaire numérique. Ça peut être des bailleurs sociaux également. Donc, voilà, il y a vraiment ça fourmille d'idées et c'est assez utile quand on démarre. De la même façon, là, c'est un peu plus spécifique sur la partie territoires ruraux. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, c'est vraiment très hétérogène selon les territoires. Nous, on a démarré avec 2 territoires pilotes que sont le Pays basque intérieur et la côte littorale du Pays basque. Alors, on avait pléthore de structures sur la côte basque et très peu de notre point de vue au départ sur le Pays basque intérieur. Et puis, on est parti, la première réunion de réseau, je vous montre, je pense qu'on était 4 à Saint-Palais, Pays basque intérieur, 4 structures. Et puis là, aujourd'hui, 3-4 ans après, on a entre 25 et 30 structures qui participent aux réunions de réseau sur un territoire rural sur lequel on n'avait absolument pas idée qu'on pouvait mobiliser autant de partenaires. Donc oui, franchement, c'est possible. Et ça se fait avec le temps, ça se fait par itération, parce que petit à petit, tel partenaire, il aura parlé à tel autre, etc. Et petit à petit, la communauté se densifie, se renforce. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, avec une courbe de croissance qui s'atténue, l'angle s'atténue, mais quand même, ça prend bien. En termes de contenu, voilà quelques exemples de questions que vous pouvez poser. Alors, nous, on a fait un questionnaire avec un Framasoft, avec un Framaforms. Voilà, là, vous avez des types de questions. Vous pouvez vous en inspirer, bien sûr, très largement. Je voulais juste être vigilante sur 2 points. 2 points parce que l'analyse des questionnaires, c'est un travail très long. Et si vous ne pensez pas au type de questions au type de questions que vous allez poser, je dis bien au format des questions que vous allez poser, ça peut compliquer l'analyse de vos questionnaires en aval. Donc déjà, c'est penser au type de réponse que vous cherchez. Typiquement, est-ce que vous voulez des questions fermées? Oui, non. Ou des questions très ouvertes. Les questions très ouvertes sont très intéressantes d'un point de vue qualitatif, mais sont beaucoup plus compliquées à analyser et à en dégager, on va dire, des tendances. Ça le fait, mais c'est plus simple, en fait, si vous… alors, ce n'est pas orienter les réponses, c'est pas du tout ça, mais c'est mettre des questions avec des choix multiples. Donc, par exemple, combien de personnes recevez-vous par semaine? Si vous êtes un organisme qui recevait du public, mettez plutôt des échelles de 0 à 10, plus de 10, voilà. Des choses comme ça, je vous le dis parce que vraiment derrière, pour le traitement des données, c'est beaucoup plus simple. Idem pour quel type de démarche les publics, pour quel type de démarche viennent-ils vous solliciter le plus souvent? Si vous laissez un champ ouvert, c'est difficile à traiter. Par contre, si vous mettez des réponses multiples, démarche Pôle emploi, démarche CAF, créer une adresse mail, etc., c'est plus facile à traiter derrière. Donc,
Ça, c'est un simple conseil très, très pragmatique, mais honnêtement, ça change tout derrière pour le rendu et la visualisation des données que vous avez trouvées dans votre questionnaire. Je vois que j'oublie un S, question à OE. Voilà, vous m'en voudrez pas. En termes d'étapes, je vous ai dit au départ, on est à peu près sur 3 mois. Pour nous, ça a été 3 mois. On a fait novembre, janvier. Et on a fait la restitution en plénière début février. Donc, la première étape, vous l'avez vu, c'est le recensement des acteurs à mobiliser. Alors, là aussi, on n'en a pas parlé avant, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Qui le fait? Comment vous êtes organisé sur votre territoire? Est-ce que vous êtes mandaté par votre structure et puis c'est vous qui allez endosser toute la responsabilité, l'organisation, les livrables de la première démarche? Alors, c'est soit vous êtes organisé autour d'un groupe projet avec 2-3 partenaires. Quoi? On l'a vu, hein, on l'a vu précédemment, c'est vous commencez à vous constituer les bases de données avec celles que vous avez pu récolter, insertion, emploi, autonomie notamment. Et puis, bon, à vous de dire quand. Nous, moi, j'ai placé cette première étape, on va dire, un mois après, une fois que vous avez commencé à faire tout ça, vous bâtissez votre questionnaire, vous le mettez en ligne. Là, c'est pareil, qui le fait? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le projet? Et quand vous décidez de le faire pour pouvoir informer surtout vos partenaires que ce questionnaire va être en ligne, vous envoyez le lien, et puis surtout qu'il y aura cette restitution et une date limite de réponse. Là, vous envoyez les questionnaires. Alors là, c'est qui le fait? Généralement, c'est quand même mieux si c'est le futur ou les futurs animateurs de ce réseau qui est en train de se constituer ou à venir. Parce que comme ça, ils identifieront bien votre nom et vous serez aussi bien identifié en tant qu'animateur de réseau. Voilà, nous, j'ai laissé 15 octobre 2021, mais c'est coquille. Et puis, bien sûr, là, ça prend un peu de temps. Il faut laisser du temps aux gens pour répondre. Il faut laisser du temps aussi pour relancer. Donc, on va dire qu'il faut bien un mois. Nous, en toute sincérité, on avait repoussé la date de remise des questionnaires parce qu'on n'en avait pas eu assez. On avait envoyé, je pense, entre 400 et 500 mails et on n'avait qu'une centaine de réponses. Et du coup, on a fait la relance et on a prolongé pour 15 jours. Et on a fait de la relance et la relance. L'analyse, là, c'est pareil. Qui le fait? Nous, on l'avait fait avec WeTakeCare, par exemple. Quand? Ça dépend, hein, en fonction de votre date de départ, mais généralement, on va dire, ça vous prend 15 jours de le faire une fois les réponses attendues. Là, ça vous permet de faire un livrable et d'effectuer aussi en temps caché les entretiens qualitatifs dont je vous parlais, et ça vous permet d'élaborer un livrable. Alors là aussi, tout dépend comment vous êtes organisé. Est-ce que c'est vous, votre prestataire, le projet qui le réalise? Et ça, c'est vraiment la phase de communication post-questionnaire, elle est extrêmement importante parce que c'est comme ça que vous démarrez à embarquer l'ensemble de vos partenaires. Nous, on avait fait une restitution vraiment collective, le président était venu, on avait vraiment fait ça bien et on avait eu pas mal de monde. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner ce type de résultat. Alors là, c'est une capture d'écran, mais vous aurez le lien aussi dans le diapo. Donc, nous, on a fait un choix interne, c'est-à-dire que moi, j'ai un agent qui est Aurélie Salin, que certains connaissent, qui gère cette cartographie en ligne. Ça nous a coûté 0 € d'argent public. C'est de l'OpenStreetMap. Et en fait, vous le verrez sur le site, on avait travaillé en amont avec le groupe projet et WeTakeCare des catégories de typologie, on va dire, d'accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un point sur une carte avec des coordonnées cartographiques. On a voulu que ce soit une cartographie des lieux, mais surtout des services. Donc, vous verrez en cliquant que vous avez quel type de structure c'est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et ça, ce sont des données directement issues du questionnaire qu'on va retrouver dans les données cartographiques. Mais une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on a fini? Et non, on n'a pas fini. Et surtout, on n'a jamais fini pour la cartographie. C'est vraiment un travail de fourmi. Donc, si on ne veut pas que la charge soit trop pénible et ne repose que sur les épaules de la structure qui déploie cette cartographie, on va dire que nous, on est parti du principe qu'on faisait confiance à nos partenaires. Et du coup, sur le lien carto, on a mis un petit bouton là, qui s'appelle « Compléter le formulaire » pour que tout nouvel entrant du réseau d'inclusion numérique puisse lui-même se recenser, indiquer ses horaires, quel public il voit, etc. Et donc, vous voyez, en bas, je vous ai laissé la capture d'écran un petit peu des
des couleurs, des pictos. Au fur et à mesure, on est obligé d'enrichir cette cartographie et on est avec du SIG, donc on peut enlever autant de couches qu'on le souhaite. Par exemple, là, on pourrait faire apparaître uniquement tous les conseillers numériques France Service qui ont été recrutés sur le territoire ou que les acteurs qualificatifs, etc., etc., etc. Et à chaque fois, tout est bien indiqué. On a les horaires, ça nous a pris beaucoup de temps, mais c'est important de la maintenir à jour. Voilà, c'est super important. Et puis, comme on n'est pas les seuls à faire ce type de démarche, je vous ai mis aussi des exemples de collègues qui ont fait ça très bien. J'aurais pu en mettre plus dans la région Aquitaine. Il y a d'autres choses qui sont faites très, très, très bien dans les Landes aussi. Et je vous ai mis la région Hauts-de-France parce qu'eux, ils ont travaillé avec un organisme qui s'appelle le SILAB. Ils ont fait un truc vraiment de compète. C'est super. L'Occitanie, ils ont fait quelque chose de très, très bien aussi. Vous pourrez aller voir. Le Lot-et-Garonne, ils sont partis comme nous sur l'OpenStreetMap. Donc, ça ressemble aussi à ce qu'on a fait. Voilà, Occitanie et région de France, je pense qu'ils ont mis quelques euros pour avoir quelque chose, pour avoir le résultat qu'ils ont. Nous, Lot-et-Garonne et Landes et Pyrénées-Atlantiques, on a fait ça en interne, mais c'est parce qu'on a la chance aussi d'avoir des agents qui ont ces compétences-là. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. J'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.